Peut-être pour commencer, je vous demanderais simplement de vous présenter, parce que je pourrais vous présenter, mais je pense que personne ne vous présentera aussi bien que vous, et présenter un peu aussi votre structure, aux gens qui ne vous connaissent pas. Je te laisse la main. Du coup, moi, je m'appelle Angèle Vettorello. Je travaille à la coordination de l'antenne de Calais d'une association qui s'appelle Utopia 56, qui a 2 antennes dans le Nord, une à Calais et une à Grande-Sainte, et qui a aussi d'autres antennes en France, mais dans le Nord, Une voilà. à Lille. Et il y en a une à C'est Lille. le Nord. Oui. Oui. Et quand je dis Nord, c'est littoral Nord. Et voilà, qui apporte du coup une aide d'urgence, ou en tout cas qui tente d'apporter une aide d'urgence aux personnes en exil à la frontière ici. Et du coup, Flore? Et moi, je m'appelle Flore Judet et je suis coordinatrice pour l'Auberge des Migrants. Et l'Auberge des Migrants, donc on a d'abord la gestion et l'accompagnement, enfin on a la gestion d'un entrepôt, on accueille d'autres associations, notamment Utopia 56. Donc on va faire un peu de la facilitation logistique, administrative, un peu pour tout le monde. En fait, on aide à aider et on fait du commun. C'est un peu notre premier volet. Notre deuxième volet, c'est une action de terrain. Donc elle se sépare en 2 projets. Le premier, c'est un projet qui s'appelle le Woodyard qui va être actif l'hiver et qui coupe du bois et qui distribue du bois sur l'ensemble des lieux de vie de Calais. Et la seconde, c'est un projet qui s'appelle Channel Info Project et qui fait de l'accès à l'information. Donc, on crée des guides d'information pour l'antenne de Grande-Sainte et pour Calais, avec tous les services recensés à disposition des personnes exilées, qui est traduit en 15 langues. Et on va aussi diffuser de cette information et d'autres informations comme la réduction des risques. Je pense qu'on pourra y revenir. Ouais. Et en parallèle de ça, on fait de la lutte contre la précarité numérique. Donc, on va fournir de la charge pour les téléphones, pour que les personnes puissent avoir des téléphones chargés, ce qui ne paraît rien, mais qui est assez essentiel sur le littoral. Eh ben, sacré boulot, sacré boulot. Peut-être plus généralement, donc il y a vos 2 associations. J'imagine qu'il y en a peut-être d'autres. Plus généralement, le réseau associatif à Calais, il est important. Comment on peut le décrire? Comme tu veux. Allez, je te laisse démarrer, on se complète. Ouais, je vous laisse un peu choisir, mais je peux poser une question à une personne en particulier, je peux le faire aussi. Hein, Non, on se passe la main, t'inquiète. Du coup, la petite particularité à Calais, c'est que y a une majorité des associations qui sont non mandatées par l'État, qui fonctionnent sur des dons de particuliers, voilà, en autonomie, qui sont réunies dans le même entrepôt. Du coup, c'est ce que tu disais, géré par l'Auberge des Migrants. Et donc, à l'intérieur, on va avoir du coup un certain nombre de petites associations qui se complètent sur leurs tâches et ce qu'elles font auprès de la population exilée. On va avoir notamment une asso qui distribue de la nourriture cuisinée, du coup qui a des grosses cuisines dans cet entrepôt-là, qui s'appelle la Refugee Community Kitchen. Qui du coup va préparer des repas qu'elle va distribuer à différents points de distribution dans Calais et à Grande-Sainte aussi, tous les jours. On a aussi Calais Food Collective qui distribue des paniers de nourriture sèche pour que les personnes puissent cuisiner elles-mêmes en autonomie dans les campements, dans les lieux de vie. Et qui surtout met à disposition des ABC, donc des cuves à eau dans différents points à Calais pour que les personnes puissent avoir accès à la fois l'hygiène, mais surtout au besoin vital qui est de boire, enfin, l'eau. Ouais, bah oui. Je sais pas, tu sais combien il y en a exactement d'IBC fournis par SAFC? Je sais plus combien il y a d'IBC, mais j'ai regardé leurs chiffres il n'y a pas longtemps et ils distribuent entre 45 et 75 000 litres d'eau par semaine en fonction. Donc en été, beaucoup plus parce que l'été, déjà, il y a plus de monde et il fait plus chaud. Donc le besoin en eau, il est plus important. Mais en ce moment, là, la semaine dernière, par exemple, ils ont distribué, si je ne m'abuse, 48 000 litres d'eau. Donc c'est assez conséquent. Ouais.
Et Et ensuite, il y a d'autres. Pardon. vas-y. Prends le temps, vas-y, t'inquiète. Du coup, en parallèle à ça, mais qui est très lié, il y a le projet du coup de l'auberge qui s'appelle le Woodyard, Ouais. qui va couper et distribuer des sacs de bois dans les lieux de vie pour que les personnes l'hiver puissent à la fois se chauffer, mais surtout aussi cuisiner. Par exemple, avec la nourriture sèche qui est distribuée par CFC, Calais Food Collective. On va avoir une asso qui travaille avec un public famille isolée, qui s'appelle le Refugee Women Center, qui du coup fait de l'accompagnement social, mais aussi matériel de familles qui sont sur les campements à Grande-Synthe et à Calais, et aussi des femmes seules. Mhm. On va avoir Project Play, qui est une asso Et qui Kaléidoscope, fait... les deux. Et Kaléidoscope, ouais. Qui fait des sessions de jeu sur les lieux de vie, mais aussi dans les maisons accueillantes pour les enfants des familles qui survivent à la frontière. Et je pense qu'on a fait plus ou moins le... Mon Dieu, si on Normalement, oublie, si on on oublie oublie quelqu'un. toujours une à un moment. Ouais, bon, ça viendra. Volonté. Il y a Utopia, le stock d'Utopia, bien sûr. Ouais. Et ouais, qui a ses batteries, etc. Je crois qu'on est pas mal, Ouais. mais je nous garde le... Au pire, on aura un éclair et on revient. Oui, au pire, vous direz, ah, au fait, je m'en souviens, non, il n'y a pas de souci. De toute manière, je pense que l'association en question vous en voudra pas. Il y a pour les gens sur le chat, il y a Zou qui met un peu tous les liens des assos qu'elle trouve là sur le chat, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ah oui, j'ai une modération de qualité ici. Hein. Vas-y, Flore, vas-y. Non, mais pour compléter ça, donc en fait là, c'est vraiment les assos qui sont présentes à l'entrepôt, donc qui est basiquement un très grand entrepôt de 1500 mètres carrés qui permet du stockage. En fait, c'est le départ d'une grosse partie des besoins en humanitaire. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à exister. Il y a d'autres assos qui sont en dehors de l'entrepôt, notamment sur l'accueil de jour, ce sera le Secours catholique. Il y a une association qui s'appelle Carrefour Calais, qui va aussi se positionner sur des vêtements du NFI. Il y en a d'autres. Mais en fait, ce qui est important à retenir, je pense, dans ça, c'est que toutes ces associations, elles existent parce que elles vont combler un manque. Et ce manque, il devrait normalement être assumé par les institutions, donc à savoir les mairies, les préfectures ou l'État. Donc, en fait, on distribue des tentes parce que les gens n'ont pas de logement. On distribue de l'eau parce que l'État fournit une quantité d'eau largement insuffisante. Enfin, vraiment, c'est des réponses... ça paraît un peu évident, mais c'est quand même le rappeler que c'est un mot pour combler des manques qui sont absolus et pour essayer d'apaiser une partie des souffrances des gens qui sont bloqués à la frontière, quoi. Ouais, c'est que si les assos n'étaient pas là, en fait, il y aurait rien, en fait. Enfin, il n'y aurait pas grand-chose. Il n'y aurait pas grand-chose. Ouais. Bah justement, peut-être pour... alors, avant de revenir peut-être plus précisément sur le travail associatif en détail, enfin bon, ça va un peu de pair, mais aujourd'hui, alors Calais Grande-Synthe, c'est combien d'exilés à peu près et c'est quoi à peu près les conditions de vie Flore, tu disais, voilà, les gens vivent dans des tentes. Vous pouvez décrire un petit peu pour les gens qui n'arrivent pas bien à situer ce que c'est qu'être exilé à Calais ou à Grande-Synthe? Je prends ou je commence? Vas-y, complète. Pour les chiffres, c'est toujours très compliqué. Il y a peu d'assos qui arrivent à faire un vrai recensement du nombre de personnes. On a une vague estimation, je dirais peut-être un peu plus de 2000 personnes sur le littoral au total entre Calais et Grande-Synthe. Pour les conditions de vie, la plupart des gens vivent sous tente. Alors ça va d'un hangar désaffecté à un champ de boue, notamment à Calais. À Grande-Synthe, c'est un grand... Alors à Calais, les espaces sont assez dispersés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gros espaces comme on l'imagine à l'époque du bidonville de la Lande. Maintenant, c'est un éclatement de petits lieux de vie. Et ça, c'est vraiment une volonté politique, mais je pense qu'on y reviendra. Entre 10 et 120 personnes. Par lieu de vie? Ouais, plus ou moins à Calais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est plein de petits lieux de vie. Et Grande-Synthe, ça va être un gros lieu de vie avec peut-être des tout petits campements un peu plus loin, mais tout est bien concentré, entre guillemets. C'est terrible de dire ça, mais toutes les personnes sont
concentrés plus ou moins dans un même lieu. Il faut quand même savoir que c'est une zone Céveso, donc c'est des zones d'usine. À Grande-Sainte, c'est des zones qui sont censées être très surveillées, notamment pour la pollution, des choses comme ça. Voilà. Donc en termes de santé, c'est pas terrible, quoi. En termes de santé, c'est pas dingue. Donc voilà, et sur les conditions de vie, pour en ajouter un peu, il faut savoir qu'à Calais, il y a un rythme d'expulsion d'une grande partie des lieux de vie qui va se baser sur toutes les 48 heures. Donc toutes les 48 heures, juste pour formaliser un peu le petit bazar, la police arrive, fait un périmètre de sécurité, éloigne les assos qui souhaiteraient documenter à tout hasard, et vont demander aux gens de s'éloigner du lieu de vie. Celles et ceux qui sont là ont la chance de pouvoir prendre leur tente et leurs affaires personnelles. Les autres, en fait, qui sont absents parce qu'il y a une distribution de nourriture, etc., vont ne pas voir, mais en fait, leur matériel sera saisi par une agence dite de nettoyage. Et à Grande-Sainte, c'est des expulsions qui ont lieu à un rythme plus espacé, on va dire tous les 15 jours, mais qui sont de beaucoup plus grande ampleur en général. Je te laisse me compléter si... Non, moi je dirais que ce qui est intéressant et important aussi de mentionner, c'est qu'il y a un espèce de roulement permanent aussi des personnes, c'est-à-dire que elles arrivent et donc c'est en grande majorité pour aller en Angleterre, et du coup on peut se retrouver du jour au lendemain avec beaucoup moins de personnes sur les lieux de vie à Calais et à Grande-Sainte. Par contre, beaucoup plus de personnes sur le littoral qui soit tentent la traversée, soit l'ont pas réussi, et du coup reviennent sur les campements. En parallèle à ça, d'autres personnes qui arrivent sur les campements pour à nouveau tenter la traversée, etc. Et cette espèce de cercle vicieux tout le temps, enfin qui ne s'arrête jamais, quoi. Ouais. Donc ça varie aussi ça fait varier le nombre de personnes qu'il peut y avoir sur le littoral, dans les campements, et ça fait que maintenant toutes les problématiques qui sont liées sont plus uniquement localisées soit à Calais, soit à Grande-Sainte, mais se retrouvent sur une ligne de kilomètres qui est assez énorme, quoi, de la frontière belge à la baie de Somme maintenant. Ok. Il y a Industrialera sur le chat qui demande comment les riverains perçoivent vos actions. Comment ça se passe avec les gens à Calais? Bon, ça dépend. Enfin, je pense qu'on a tous des expériences différentes, mais en fait, c'est compliqué de dire les riverains dans leur ensemble. Ouais. Parce qu'il y a une multitude de personnes avec plein d'opinions, d'avis différents. Il y a des gens qui sont hostiles, il y a des soutiens informels aussi dans les riverains. Enfin, je pense que ça dépend. Et n'étant pas moi-même calaisienne, j'ai du mal à répondre pour la population calaisienne. Il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années, en fait, qui parlait pas tant, en fait, qui parlait du ressenti, en fait, des Calaisiens, mais plus sur, en fait, que la ville ne soit vue qu'au travers de ce prisme. Ouais. Mais pas tant, en fait, sur un truc de stigmatisation ou quoi que ce soit. C'est pas simple, pas toujours. Il y a des problèmes, évidemment. Mais je trouve ça compliqué de mettre tout le monde dans un grand panier et de donner un avis pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens très hostiles et il y a des gens très soutenants. Oui. Ça serait difficile de dire s'il y a des gens plus hostiles que d'autres plus soutenants. Ouais. Je pense que les personnes qui soutiennent sont moins visibles automatiquement, parce que les personnes qui vont peut-être invectiver soit les personnes exilées, soit les personnes solidaires, ça va directement se voir, en tout cas avoir un impact sur l'aide associative, par exemple. Alors que, en fait, il y a sûrement, et c'est le cas, des initiatives autonomes de solidarité à partir de citoyens, citoyennes, qui sont soit invisibilisées, soit on ne les voit pas forcément, parce qu'elles sortent un peu de la boucle des associations, ce qui est super, mais du coup qu'on a du mal à palper un peu, à voir, quoi. Et peut-être un peu plus en lien avec ça, j'avais une question après sur les relations avec la mairie, notamment à Calais, mais pour un peu plus tard. Il y avait une question de Fleur d'Oa qui demande si les services de la ville de Calais sont-ils facilitateurs pour vos actions ou en entrave. Si la question est claire. J'ai un exemple, ça me venait avec les riverains, parce que s'il y a des choses dont on entend des plaintes régulièrement, c'est sur les déchets. Ouais. Mais en fait, il y a des vraies demandes qui sont faites par des collectifs, une initiative citoyenne qui s'appelle Calais Poubelle, qui rassemble des associations, des riverains, d'aller ramasser en fait les déchets sur les lieux de vie et d'essayer de pousser la mairie, parce que c'est de la responsabilité de la mairie, à ramasser ses ordures. Et même là-dessus, en fait, c'est quelque chose. Les mairies n'ont pas rentré, la mairie n'a pas voulu rentrer
les lieux de vie qui sont pourtant des endroits où des gens habitent et qui génèrent du déchet, parce que n'importe qui vit génère du déchet. Les gens n'ont pas vocation à vivre dans le déchet, en fait. C'est juste qu'ils ont... Personne ne retire les ordures, en fait. Donc on se plaint de la saleté, mais en fait, sans mettre rien en place là-dessus. Donc, bon, après, ça, c'est... Après, il y a des trucs beaucoup plus visibles, à savoir l'installation de rochers pour empêcher que les personnes s'installent, la modification du code de la route parfois, alors enfin pas du code de la route, mais des panneaux de circulation qui vont changer, parce que bizarrement, c'est un endroit où on peut aller accéder plus facilement à un lieu de vie, donc d'un coup, il va y avoir un sens interdit. Voilà. Non, il y a un gros dispositif d'entrave des associations, mais surtout des personnes, en fait. Les rochers, ils ont vocation à ce que les gens s'empêchent de s'installer. Il y a des barbelés, il y a quand même 65 km de barbelés, et projet d'en rajouter 11 à Calais. Donc, je pense que tu peux largement compléter là-dessus, quoi, le petit bonheur. Je pense que tu as donné un aperçu assez global, disons. Ouais. Mais ouais. Du coup, je voulais aussi avoir une question un peu plus générale. Il y a d'autres questions sur le chat. Je les poserai tout à l'heure. Et attendez, 2 secondes, excusez-moi, j'ai une alerte dans mes oreilles. Merci à la personne qui a suivi la chaîne, salut à toi. C'est la magie de Twitch. Ouais, plus généralement, alors, question qui va paraître évidente, mais je pense qu'elle est quand même importante de la poser. Il y a eu la nomination du nouveau gouvernement, du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Vous, le jour où il y a eu la nomination du nouveau gouvernement, en gros, et surtout avec l'arrivée de Bruno Retailleau, qui est pas non plus quelqu'un dont la volonté politique est forcément d'ouvrir les frontières. Comment vous l'avez perçu? C'était quoi votre réaction première? Je pense qu'on n'était pas forcément très étonnés, étant donné tout ce qui se profilait depuis le remaniement et les nouvelles élections au Parlement en juin dernier. Ouais. Et puis surtout la ligne que tenait Gérald Darmanin avant Bruno Retailleau, qui n'était pas à l'accueil, à l'ouverture des frontières, enfin, en tout cas à l'ouverture même de cette frontière, ou en tout cas à la réflexion sur des voies de passage et sur une politique d'accueil fonctionnel, en tout cas en France. Donc voilà, je pense qu'on n'était pas vraiment étonnés, mais par contre, ça ne va pas du tout dans le bon sens, et que... Ouais, je pense personnellement il y a un peu du dégoût et pas de la peur pour l'avenir, mais en tout cas ça va pas. C'est sûr que les choses ne vont pas dans le bon sens et que ça va être encore plus dur de faire passer un message de solidarité, d'accueil envers la population exilée, et que les conséquences de la politique qu'il va mener sur ces mêmes personnes-là vont être, j'espère pas dramatiques, mais en tout cas pourront l'être. Et puis surtout, il y a quand même un truc où je pense que nous, on se disait, mais du coup, en fait, c'est sûr, M. Darmanin va être maintenu. Et il y a presque un truc où ils ont trouvé pire. Ils ont trouvé quelqu'un de pire, de autant Darmanin n'assumait pas vraiment. Il y a une forme de politique qu'il n'assumait pas. Quand il y a eu ces photos de tentes lacérées à Calais, il a dit non, c'est pas nous, c'est une société de nettoyage, etc., etc. Il y a plein de trucs où il cachait un peu la chose. Pareil, au moment de la loi Asile-Immigration, il ne s'est pas du tout montré favorable à la suppression de l'AME. Je ne dis pas qu'il n'a pas mis d'autres atrocités dans cette loi, bien évidemment que non. Mais tout ce qui avait été rajouté par le Sénat et qui risque d'être débattu dans une nouvelle loi, en fait, Gérald Darmanin avait quand même montré pas mal de réserves, malgré tout. Là, ce qui est assez effrayant, c'est que je pense qu'à peine nommé, M. Retailleau a remis en question l'AME, a salué la politique de l'Italie qui constitue quand même là aujourd'hui à déporter des gens vers l'Albanie, donc déporter des gens qui arrivent en Italie vers l'Albanie. Je le dis rapidement, mais voilà, en fait, là, il est dans une espèce de politique de l'allongement de la durée en CRA. Il y a un ensemble d'annonces que, en fait, même Gérald Darmanin n'avait pas osé faire, alors qu'on était déjà dans une politique ultra répressive
que ce soit à la frontière, mais bon, on l'a vu se matérialiser sur plein d'autres choses. Et puis repenser une loi immigration. Repenser à une loi immigration dans la foulée, exactement dans la même réaction, c'est-à-dire que ça part de quelque chose d'atroce, de ce crime atroce, en fait, où directement on a mis le focus sur le fait que la personne ait eu une OQTF. C'est exactement la même mécanique que la dernière. Et derrière, on annonce une nouvelle loi asile-immigration. Donc, en fait, on fait des effets d'annonce pour répondre à une angoisse qui a elle-même été générée par les politiques, avec des réponses en plus qui sont juste stigmatisantes et dangereuses pour les personnes en exil, mais qui régleront absolument aucun des problèmes qu'ils pensent régler. En fait, c'est juste de la mise en danger de personnes, en fait, que ce soit par la circulaire Valls de diminuer le nombre de voies de... Alors, j'ai plus exactement, mais les titres de séjour, c'est pas du tout ma spécialité, mais en fait, on va juste créer de l'illégalité. Sur le regroupement familial, tu veux dire? Il y avait les regroupements familiales, les histoires de travail, la circulaire Valls, c'était des titres de séjour. C'est un truc, je m'avance sur un sujet, Ouais. pas du tout spécialiste. Non, il n'y a pas de souci, mais pas de souci. Un peu dessus. Et un peu comme là, en fait, si on refait une loi immigration, ce sera la 119e depuis 1945. Donc, en fait, on légalise et on sur-légalise sur un truc qui, au final, va finir par juste créer de l'illégalité et créer de la précarité. Et ça, ça va pousser des gens, encore plus de gens, à partir au Royaume-Uni ou à partir ailleurs, en fait. À ne pas créer des conditions d'accueil, on parle en France, mais aussi au Royaume-Uni, on pousse les gens à partir, en fait. Donc, et on se retrouve avec une frontière comme celle-ci où, en fait, en un an, on a près de 60 personnes qui sont décédées à cette frontière, quoi. Parce que, en fait, elles ont été poussées à partir d'une manière ou d'une autre. Et puis on perd du temps à la réflexion sur l'accueil, sur toutes les questions qui se posent quand il y a des personnes qui arrivent. Et on perd du temps qui est extrêmement important pour les personnes qui sont impactées directement. Enfin, vivre sous une tente pendant 2 ans avant d'avoir un seul rendez-vous à l'OFPRA ou pouvoir déposer une demande d'asile, ça a un impact sur les gens, quoi. C'est directement impactant et on perd du temps à réfléchir à comment s'emmurer encore plus plutôt que s'ouvrir quand même. Et justement, enfin bon, il y a tous ces projets-là en France. Il y a un peu des, Flore, par exemple, tu parlais de l'Italie, mais il me semble qu'il y a des projets similaires en Angleterre. Alors je sais plus au final s'ils ont été abandonnés ou pas. Ça n'empêche pas les gens qui veulent partir au Royaume-Uni de partir au Royaume-Uni. Enfin, en tout cas, d'essayer de la traverser, quoi. Non, c'est un effet dissuasif qui fonctionne pas forcément. Alors quand il faut quand même leur donner ça, pardon. Mais quand le projet Rwanda a été vraiment validé, il y a eu une espèce de petite baisse, mais en fait qui était juste un temps d'attente de comprendre ce qui se passait. Alors bon, le gouvernement britannique a changé, mais on savait très bien que c'était un truc, c'est des effets fluctuants. En fait, il y a un moment, les gens en fait ils sont poussés à partir et n'ont pas vraiment d'autres solutions. Donc en attendant, c'est des effets d'annonce à la fin, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui. Ah, mais c'était complètement un effet d'annonce. Et puis, ça répondait aussi comment dire, ça avait tout un fond politique, cette annonce-là d'envoyer au Rwanda. C'était de satisfaire une partie de l'électorat d'extrême droite ou de droite dure qui voulait être satisfaite, entre guillemets, avec une mesure qui ne veut rien dire et qui ne va pas changer la situation, on le voit aujourd'hui, quoi. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter sur cette question-là, mais bon, globalement, c'est assez clair. C'est un peu la question que j'avais en tête en me disant, est-ce que finalement... Enfin, j'attendais à vous répondre à cette question, quoi. Est-ce qu'on peut dire que Bruno Retailleau est pire que Gérald Darmanin? On a réussi à trouver pire que Darmanin, vraiment. Bravo Macron pour ça, c'est quand même un bel exploit. Donc tout à l'heure, je crois que c'était toi, Flore, tu parlais de l'AME. Il y a une question sur le chat de Zou qui demande avec le désert médical, alors je sais pas si Calais est un désert médical en soi, enfin Calais Grande Sainte, est-ce que le problème de soins aux personnes est-il plus difficile? La mairie est-elle vraiment active dans l'aide à l'installation ou les médecins refusent-ils de recevoir ces personnes? Est-ce qu'il y a des difficultés d'accès aux soins pour les exilés, quoi?
Ça, ouais, la permanence d'accès aux soins de Calais, Ouais. pour donner un peu de crédit à Calais, est quand même une des plus grosses de France. Donc, permanence d'accès aux soins, c'est un endroit où les gens, quelle que soit leur situation, éligible à l'AME, pas éligible, tout le monde peut, enfin, les personnes dites sans papier peuvent se rendre à cette permanence d'accès aux soins et c'est une des plus grosses de Calais. Et c'est mis en place par l'ARS, enfin c'est en partenariat avec l'hôpital, etc. C'est un service public. Oui. Donc, il y a une réponse, elle est évidemment pas suffisante parce que déjà, il y a du monde, mais surtout, on a des gens qui vivent dans des conditions dramatiques et qui, enfin, avant d'arriver à Calais, il y a tout un autre parcours parce qu'on se sent sur la frontière franco-britannique, mais en fait, cet empêchement, cette répression, cette violence aux frontières, elle n'arrive pas juste ici, en fait. Énormément de gens ont dû soit traverser la Méditerranée, soit traverser les Balkans. Enfin, il y a un ensemble de traversées de frontières qui est extrêmement violente psychologiquement et pour le corps, en fait. Donc bien sûr, il y a une espèce de réponse qui sera jamais assez adaptée au vu des conditions de précarité dans lesquelles les gens vivent. Ok. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de questions là. J'essaie de m'y retrouver. Tac, tac. Oui. J'avais aussi une autre question, c'est on l'entend à chaque fois qu'il y a un naufrage, on entend toujours, alors soit le préfet du Pas-de-Calais ou le ministère de l'Intérieur, il y a toujours ces grandes opérations de communication sur le fait qu'on arrête des passeurs, que les passeurs seraient comment dire, la cause principale des drames qui se passent à la frontière. Peut-être pour clarifier un peu la situation, enfin, pour clarifier un peu vraiment ce que c'est pour les gens qui n'ont pas trop l'idée, c'est quoi un passeur? Et vu qu'on entend souvent parler comme étant le principal danger, enfin, ça correspond à quoi exactement? Peut-être pour répondre à la première partie de la question qui est assez politique, de manière générale, les passeurs sont un peu les symptômes d'une politique migratoire qui enferme les gens, en tout cas qui met une frontière dite infranchissable. Et ça se voit pas qu'à la frontière franco-britannique, mais à n'importe quelle frontière. Quand on empêche des personnes de passer dû à leur absence de visa ou à leur couleur de peau ou à je ne sais quoi, les personnes trouvent un moyen de la franchir quand elles en ont besoin. Ce moyen-là, ça peut être de se tourner vers un passeur. Et en l'occurrence, c'est le cas à la frontière franco-britannique. La rhétorique politique qui est utilisée par les gouvernements, ça va être de dire que les passeurs sont les seuls responsables des traversées, ou en tout cas les grands responsables de la traversée, parce que c'est eux qui mettent à disposition les moyens et qui organisent ce passage. Le fait est que si il y avait des voies de passage sûres, ou en tout cas un moyen légal de traverser la frontière et de déposer une demande d'asile dans l'endroit où la personne le souhaite, elle n'aurait pas à se tourner vers les passeurs. Donc, c'est même extrêmement simple de répondre à cette question, ou en tout cas de la tourner dans ce sens-là, et pour comprendre un petit peu ce qui se joue derrière, c'est-à-dire des enjeux politiques. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, c'est quelque chose, c'est des dynamiques qui sont très peu visibles, parce que bien évidemment c'est souterrain, donc ça se fait à part, c'est-à-dire que les associations ne sont pas confrontées, ou très peu. Et c'est quelque chose qui se fait dans les communautés des personnes exilées, etc. L'organisation du passage, etc. Je sais plus après, c'était quoi exactement comment était tournée la question de la personne. La question c'était un peu, enfin tu as globalement répondu quoi, c'était c'est quoi vraiment un passeur, mais j'imagine que voilà, si les associations ne sont pas tout à fait au courant, ça veut dire qu'il n'y a pas de profil particulier, que ça se fait un peu comme ça au fil des gens que les exilés rencontrent quoi. Ça reste des réseaux qui sont organisés, hein. C'est-à-dire que c'est pas, il y a des mafias plus ou moins importantes, plus ou moins grosses, plus ou moins dangereuses aussi, parce que c'est des réseaux souterrains qui peuvent être violents, bien évidemment, étant donné que ça se fait en dehors d'un cadre légal, en dehors même d'un espèce
de conditions dignes de vie, etc. Donc ça amène aussi à de la déviance, bien évidemment. Et il y a des gens qui se font énormément d'argent, bien évidemment aussi. Et c'est des réseaux qui sont plus ou moins gros. Et il y a un... Il y a un documentaire Arte qui était sorti il y a, je pense, 2 ans, qui est assez intéressant à voir, sur les réseaux de passage de manière à la grande échelle, quoi. Et en fait, on voit que il y a en général une tête de réseau qui est dans des pays d'origine, donc par exemple le Kurdistan d'Irak, la Syrie, etc., ou la Turquie. Et ensuite, c'est ces personnes-là qui organisent les trajets des gens à une frontière et qui font acheminer les bateaux, le matériel, etc. Et qui sont aidés de personnes qui travaillent sur le littoral, qui sont des petites mains, entre guillemets, et qui sont les cibles premières de la police. C'est-à-dire que la police, des fois, ou en tout cas les préfectures de police font des grands coups de com' en disant on a arrêté 80 passeurs sur le littoral. En fait, c'est possible, mais ils n'ont pas forcément arrêté la tête du réseau qui organise le tout et qui, du coup, va retrouver 80 autres le lendemain, 80 autres petites mains pour continuer à faire perdurer le réseau. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Ah si, ça l'est. Si Flore, tu veux rajouter quelque chose, vas-y, mais sinon... Ouais, je veux compléter quelque chose. Ouais. Parce que, mais léger. Non, mais c'est juste pour rentrer un peu dans la tête du gouvernement et la logique. En fait, ce qu'on appelle les passeurs ici, enfin, en fait, c'est juste des personnes qui souvent ont besoin de payer la traversée, etc. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que, bon, il y a une criminalisation de la personne exilée en général, et dans la sémantique et dans la manière, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas les bons papiers, elle va être criminalisée. Mais alors, au-delà de ça, c'est-à-dire que quand il y a des naufrages avec des décès, très souvent, en fait, les autorités, que ce soit britanniques ou françaises, vont chercher à savoir qui pilotait le bateau. Et il y a un exemple qui est assez révélateur, mais c'est loin d'être le seul. C'est le cas d'Ibrahim Abba, donc, qui pilotait un bateau au soir du 14 décembre 2022. Donc, il y a eu un gros problème sur le bateau. Il y a eu 8 décès, officiellement 4, mais il y a eu 8 décès. Maintenant, on le sait, c'était 8 personnes décédées du coup sur ce bateau. Et donc, Ibrahim Abba avait à l'époque 17 ans. Et il a été en détention provisoire pendant 2 ans. Et il a fini par être condamné à 8 ans et demi de prison, alors qu'il a témoigné effectivement avoir accepté de piloter le bateau pour pouvoir payer son passage, être arrivé sur la plage et en fait avoir dit bah non, il y a trop de monde, je me sens pas en capacité, avoir été violenté, forcé de piloter le bateau. Et en plus de ça, il y a des témoignages de personnes qui étaient dans le bateau qui disaient qu'en fait, il avait contribué à ce qu'il y ait moins de morts que prévu. Parce qu'il essayait de calmer les gens, parce que, etc., etc. Et en fait, c'est littéralement un gamin, hein, parce qu'à l'époque des faits, il était mineur, donc maintenant, ça fait 2 ans qu'il est en prison. Enfin, détention provisoire, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est de la prison? Oui. Et il va, je crois, faire appel de son procès, mais ça reste un enfermement inouï pour quelqu'un qui a survécu à un drame. Et c'est tout bonnement de la criminalisation du voyage au prétexte que le petit papier qui décide de notre identité n'est pas le bon. Et ça, il y a des cas, il y a des capitaines, parce qu'on les appelle les capitaines, qui sont enfermés en France, qui sont enfermés au Royaume-Uni. Enfin voilà, il y a vraiment tout une volonté de couper des têtes à un endroit et de donner l'impression que on enferme quelqu'un, du coup on agit contre le passage, et en fait la victime, ça va souvent être des personnes pas du tout appropriées. Et que la situation est sous contrôle de l'État, etc. Alors Oui. que c'est aussi le reflet, ou en tout cas une manière de comprendre que les politiques ne s'attaquent pas ne gèrent pas les choses de la bonne manière, et ça démontre un peu de l'incompréhension de toute la complexité de la question migratoire générale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent l'impression, ils font un peu des coups de com' comme ça, ils arrêtent des gens pour donner l'impression que la situation est gérée pour pas qu'on y aille creuser davantage, alors qu'en fait, ils gèrent pas du tout, quoi. Ouais, et puis surtout au-delà de ça, en fait, quand il y a des décès, parce que le reste du temps, on entend très peu parler de la frontière en dépit de tout ce qui s'y matérialise. Quand il y a des décès, ça fait un peu de bruit dans la presse et il faut nommer des coupables. Sauf qu'en fait, et c'est ce que vont revendiquer une partie des associations, une partie des soutiens,
et une partie des personnes concernées. En fait, les vrais coupables, si on analyse bien, c'est les politiques qui sont menées à la frontière. Et juste pour le rappeler, parce que c'est quand même assez nous présents à la frontière, le disons depuis des années, mais le plus intéressant, c'est que c'est M. Retailleau qui, dans un tweet du 3 octobre, a salué l'action des forces de police sur le littoral, a salué la politique menée, tout en déplorant des conséquences néfastes. Et quand il parlait des conséquences néfastes, d'une politique efficace, une politique efficace qui avait néanmoins des conséquences néfastes. Et alors là, c'est pas du tout nous qui nous sommes tirés par les cheveux, c'est écrit noir sur blanc, une augmentation des décès. Donc en fait, il a défini en fait des gens, et il faut savoir que cette année, c'est quand même 60 personnes, au moins 60 personnes qui sont décédées, dont 14 femmes et 7 enfants, 7 ou 8 enfants. Donc il a en fait décrit la mort de ces personnes comme des conséquences néfastes, comme tu t'es fait indésirable, quoi. Et c'est assumé, là c'est assumé, quoi. C'est ça qui est absolument terrible, c'est qu'en fait on va essayer de pointer du doigt les réseaux de passage, les capitaines, les machins, quand en fait il y a une conscience, enfin c'est d'un cynisme absolu, quoi. Il y a une conscience gouvernementale que en fait, bah oui, ça génère des morts, en fait. Ça génère des morts de ne laisser pour seul moyen à des personnes que de monter sur des Zodiacs à 60 pour essayer d'aspirer à une vie digne, ou pour rejoindre leur famille, ou que sais-je, en fait. Tout ça au prétexte d'un papier et d'un lieu de naissance. Je crois que vous deux, vous le disiez tout à l'heure, 2024 a été, je crois, l'année la plus meurtrière. Alors l'année la plus meurtrière depuis quand? Parce que je sais plus quand est-ce qu'elle a commencé. 1999. 89? 99. 99, Les premiers ouais. décès sont recensés en 99. D'accord, Après, ok. on n'a peut-être pas le recul Oui. entier. Donc c'est ça, donc c'est l'année la plus meurtrière depuis 1999, qui est pas rien quand même. Les bénévoles de toutes les associations, en gros, comment vous le vivez, quoi, comment vous prenez ça à charge? Alors je sais qu'à chaque fois qu'il y a une annonce de mort, il y a des appels à rassemblement. Je crois, alors c'est toujours au même endroit à Calais. Bon, je connais pas très bien Calais, hein, je suis allé 3-4 fois, mais c'est toujours au même endroit à Calais, je crois. Enfin, alors il y a plus de monde. En fait, bon, c'est un peu cynique de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins de monde, plus ou moins de médias en fonction du nombre de morts en fait qui sont faits dans chacun des naufrages. Mais comment vous le vivez en fait? Comment vous arrivez en fait à de survivre à ça, quoi, en quelque sorte? Je pense que la première chose qui est intéressante, c'est justement ces commémorations, comme tu le dis. Du coup, c'est des commémorations qui sont organisées le lendemain de l'annonce presse d'une personne décédée à la frontière. Donc ça peut être des naufrages en mer, mais ça peut être quelqu'un qui est décédé par exemple à Paris en essayant de rentrer dans l'Eurostar et qui s'est électrocuté, c'est arrivé récemment. Ça peut être des personnes qui sont décédées sur les campements, des personnes qui ont subi un accident de la route à cause de la localisation de leur campement, des choses comme ça. Et donc le lendemain de l'annonce presse d'un de ces décès-là, il y a un rassemblement devant le parc Richelieu à Calais à 18h30, et ce depuis des années, X temps, qui rassemble des citoyens, citoyennes de Calais, des personnes militantes pas forcément, des vieux, des jeunes, des membres d'organisations, etc. Mais qui y vont, avec l'envie ou en tout cas la volonté de se rassembler pour commémorer la personne, pour lui, entre guillemets, lui rendre de la dignité dans le cadre dans lequel elle est décédée, apporter du soutien aux proches quand il y en a et quand on a besoin, et puis rappeler aussi à la mairie et aux politiques qu'en fait il y a ces décès-là qui existent, rappeler les responsables de ces décès, c'est-à-dire les gens qui sont à la tête des politiques migratoires depuis 1999, et en fait ne pas oublier et continuer à apporter du soutien aux personnes qui sont touchées par ces décès-là. Ça, c'est une initiative citoyenne, donc qui ne dépend pas d'organisation,
ou d'associations en leur nom propre. C'est vraiment une initiative de citoyens, citoyennes calaisiens. Donc ça, je pense que c'est un premier moment temps fort qui permet de nous tous nous rassembler autour de la même cause, entre personnes qui, entre guillemets, comprenons ce que l'autre ressent de manière très générale, dans le sens émotionnel, etc. Et qui du coup laisse la place à des échanges, à des moments d'expression des émotions. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de rien, du dégoût, de je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, c'est un moment où tout le monde est ensemble et... Et, et du coup peut être bien, peut être bien tous ensemble. Voilà, je sais pas si tu veux... Non, après pour le vécu et le ressenti des équipes bénévoles et salariées d'ailleurs, parce que je pense que c'est les deux comptes malgré Oui, tout. Il y a quand même, il faut le dire encore une fois, l'aide à Calais et à Grande-Sainte repose en grande partie sur des bénévoles et merci à elles et eux parce que mais il y a en fait aussi en fonction, bon je pense que ça touche toujours, mais je pense qu'il y a aussi en fonction du niveau d'implication que certaines pourraient avoir. Je pense notamment récemment, il y a eu beaucoup de femmes familles donc en fait qui étaient connues de certaines associations, donc ça touche forcément plus parce que la mise à distance elle n'est pas la même. Je pense aussi aux équipes d'Utopia 56 qui vont recevoir des appels de détresse en mer et du coup parfois vont recevoir des appels de détresse en mer sur des bateaux qui sont concernés par les naufrages et les décès, pardon. Donc en fait je pense que la manière de le gérer, je pense que ça touche tout le monde. On a beau essayer de créer des espaces, en fait on est quand même dans une zone où je pense que avant de venir, personne n'est trop prêt à ce à quoi il va être confronté, en fait, que ce soit, mais alors au-delà des décès, c'est-à-dire que c'est violent par essence, c'est-à-dire que quand il y a des dizaines et des dizaines de camions de CRS dans une ville en permanence, que c'est une ville qui est bunkerisée parce qu'il y a des barbelés partout, des trucs, des machins, c'est violent, en fait. La première image, elle reste violente. Donc, je pense qu'il y a plein de niveaux de gestion, et il y a quand même une belle base solidaire, que ce soit au sein des assos, mais aussi en dehors, qui permet aussi de se reposer les uns sur les autres parce qu'on traverse des choses similaires ou pas, et qui permet de, entre guillemets, affronter ça et de se soutenir. Et je pense qu'il y a aussi un temps où c'est complètement OK pour n'importe qui de dire, en fait, non, stop, je me retire un temps et je prends... parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux aussi d'épongerie, de manière de gérer, quoi. De gérer ça, et c'est normal. Hein. Et je pense que le fait d'être confronté à des décès, c'est comme tu le dis, c'est pas une petite chose, bien évidemment, parce que je veux pas minimiser l'impact que ça peut avoir chez les gens, mais la totalité de la violence à la frontière, elle est énorme, de tout ce qui se passe, de tous les mini-traumas qu'on peut avoir en voyant un tas de situations de personnes en détresse absolue qui sont absolument abandonnées par l'État et par les services publics, que c'est tout tout a un impact et en tout cas tout est violent, quoi. Et les décès, ça en rajoute une couche, j'ai envie de dire. Ouais, j'imagine bien. Il y a une petite information, alors surtout pour les gens qui écoutent le live et qui lisent pas le chat. Il y a Amisvoix qui dit, pour info, depuis le début de l'été, le lendemain de la commémoration à Calais, il y en a une à Dunkerque, 18h30, derrière le Cursal. Alors je sais pas ce que c'est. C'est absolument vrai. C'est vrai. Le lendemain, Il y a en vrai, les commémorations, elles s'auto-organisent le lendemain de l'annonce d'un décès dans la presse. C'est pas l'annonce que l'info, parfois certains soutiens ou certaines assos vont avoir l'info avant que ça sorte dans la presse. Rien ne se passe tant que l'information n'est pas sortie dans la presse. Et depuis peu, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes présentes, que ce soit des soutiens des personnes concernées à Dunkerque. Il y a eu une volonté d'organiser ces espaces aussi à Dunkerque pour que celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre à Calais puissent avoir un temps et de lutte et de tristesse et de partage, en fait. Et il y a aussi autre chose, c'est quand les décès ont lieu aux alentours de Boulogne, Vimereux, tout ça, l'association Osmose qui travaille aussi sur le littoral essaye d'organiser ces temps-là dans cette partie-là, en fait.
Voilà, Ouais. pour pouvoir justement permettre, et en plus, il y a vraiment cette volonté de rendre hommage, mais il y a aussi cette vraie volonté de lutte et de montrer que en fait, on dénonce, on lie vraiment ces décès à la politique migratoire et du coup, on dénonce ces politiques. Et du coup, ces espaces permettent aussi de montrer ça et de le visibiliser, d'où la volonté de les organiser aussi, de le sortir un peu de Calais, qui apparaît comme le seul point de la frontière, mais c'est pas vrai. En fait, la frontière aujourd'hui, elle s'étend de la frontière belge jusqu'à Ouistreham. Il y a des personnes présentes à Ouistreham et n'allez pas trop, en tout cas moi, me chercher là-dessus parce que je suis très nulle sur la situation à Ouistreham. Peut-être Angèle est meilleure, mais il y a aussi une situation de blocage à Ouistreham qu'on peut pas oublier non plus. Voilà. Ok. Je sais pas si Angèle, tu veux rajouter quelque chose ou non Forcément, j'avoue que je suis pas une là-dessus. spécialiste de la situation extrême. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Bah, j'irai chercher des associations là-bas et puis je Il y a une verrai. association qui s'appelle Vent Contraire. Ouais. Au contraire, d'accord. Travaille là-bas auprès de la communauté et il y a un accueil de jour qui est géré en interassociatif, il me semble, mais j'ai oublié le nom des assos. Et en gros, l'idée, c'est d'aider à un camp qui est présent depuis plusieurs années juste à côté de la ville où il y a, en fait, ça varie, mais entre 50 et 300 personnes à l'intérieur. Et je crois que c'est des personnes d'une communauté. Et alors, je pourrais plus dire laquelle, mais d'une communauté. Comment dire, c'est pas les mêmes nationalités, par exemple, ou les mêmes origines de personnes qu'il peut y avoir à Calais ou à Grande-Sainte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord, bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Il y avait une question tout à l'heure là que j'attendais un peu avant de poser. C'était alors le petit Suisse qui demandait quel est l'impact de la pression policière sur les migrants. Alors, vous en avez déjà un peu parlé, mais si vous voulez rajouter des trucs, mais surtout sur l'organisation pour vous de l'aide. On a eu des exemples. Alors, il y a les exemples un peu connus pendant le Covid et après, des amendes sur la distribution de l'aide, sur les stationnements illégaux. Ça peut passer aussi un peu par ça. Plus globalement, ouais, c'est quoi cette. Enfin, c'est quoi les bâtons dans les roues quoi, qu'on peut vous mettre, parce qu'il y en a, dans l'organisation de l'aide au quotidien quoi. Par exemple, ça va être énormément de contrôles. Alors là, je vais plus parler pour Utopia 56. Je pense que c'est mieux. Qui en gros tourne 24 heures sur 24 avec 2 voire 3 véhicules sur toute la côte. Donc soit à Calais, soit à Grande-Sainte, mais aussi toute la côte. Et en fait, c'est des véhicules dont les plaques sont absolument connues par tous les services de police du littoral. Et malgré ça, malgré le fait que nos actions soient complètement légales et qu'on rentre dans un cadre d'aide humanitaire d'urgence, voilà, les bénévoles et les véhicules sont contrôlés. Ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 fois par nuit, en une seule nuit, des fois à 10 minutes d'intervalle, des fois à 1 heure d'intervalle. Par les différentes équipes de police qui sont présentes sur le littoral. Et donc ça, c'est quand même extrêmement usant pour les bénévoles qui les vivent, parce que ça remet directement vers c'est de l'intimidation en fait, de l'intimidation policière. Et donc voilà, ça peut être impactant. Et donc ça, c'est un peu la première entrave, ou en tout cas la première action de police qui est compliquée, ou en tout cas Ouais, j'imagine. en relation avec eux, bien évidemment. Après, ça va être des verbalisations pour des stationnements gênants, dans Calais ou sur le littoral, des verbalisations pour partie saillante du véhicule alors qu'il y a 1 mm,5 du véhicule qui saille. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais voilà. Tout ce genre de petites verbalisations qui sont là pour nous énerver, bien évidemment, ou en tout cas voilà, pour impacter notre travail humanitaire. C'est absolument flagrant, mais qui existe quand même, quoi. Et après, ça peut être... là, récemment, en juillet, il y a eu une altercation extrêmement violente, ou un contrôle de police extrêmement violent envers une équipe de bénévoles sur le littoral à Gravelines, là. Et ça, les policiers ont vraiment absolument outrepassé leurs fonctions et ont été extrêmement... les bénévoles ont subi des violences physiques et psychologiques extrêmement importantes. Et voilà, ça peut arriver aussi. Et bien sûr, on enclenche derrière tout un dispositif juridique, mais voilà, ça peut aller de la simple contravention au contrôle très poussé, voire même violent. Ok. Et pour revenir sur l'impact sur les personnes,
Ouais. Je pense qu'au-delà des expulsions, il y a aussi l'action et le mandat de la police sur les plages qui a, lui, un impact absolument dramatique parce que je pense qu'on peut y lier directement l'augmentation du nombre de décès. À savoir, en fait, la police a pour mandat, la gendarmerie a pour mandat de surveiller les plages et d'empêcher les personnes de partir. Mais en fait, on se retrouve avec des groupes de policiers qui sont armés comme pour aller en manif. Donc, lacrymo, flashball, qu'est-ce qu'ils ont d'autres comme petits Gaz lacrymogène. gaz Non, lacrymogène, voilà. Enfin bref, armement de manif, matraque voilà. et couteau pour percer les bateaux. Donc en fait, ça va créer une pression énorme sur les personnes exilées au moment du départ. Donc déjà que les embarcations, elles sont très précaires. Là, on va se retrouver avec un départ de 60 personnes, 80 personnes. On a vu jusqu'à plus de 100 personnes sur des bateaux qui vont courir vraiment sous stress avec des bateaux pas forcément bien préparés, se jeter dans les bateaux. Donc les différents effets, pardon, je vais partir sur des détails sordides, mais je pense qu'on ne peut pas les ignorer. Ouais. C'est que les bateaux vont s'abîmer, ça va générer des naufrages et des morts toujours plus près des côtes, où les gens vont se retrouver aussi à s'écraser les uns les autres. Donc des décès plutôt par asphyxie ou par écrasement, sous les personnes. Et donc cette action et cette présence policière, elle génère des départs de plus en plus loin. Ce que disait Angèle, c'est que du coup maintenant la frontière et la présence des personnes sur le littoral et sur les conditions de traversée, c'est toujours plus loin de Sangatte où c'est très proche, en fait, c'est 30 km des côtes anglaises Sangatte. Plus vous vous éloignez, plus vous êtes loin, logiquement. Donc ça va générer des départs toujours plus lointains. Et ça, c'est vraiment... c'est des conséquences qui sont absolument atroces. Et alors, quand il n'y a pas de décès, parce que ça ne va pas toujours jusque-là, c'est une violence inouïe qui est déployée sur les plages, avec en plus, je pense, dans la tête de ces personnes, une vraie intention de se dire ce qu'on fait sauve des vies. C'est ça qui est terrible, c'est juste avec des moyens qui sont absolument aberrants et donc avec une violence qui est... En fait, c'est à n'importe quel prix, on sauve des vies. Si ça passe par gazer des enfants et tirer du flashball sur un groupe de personnes, aucun problème. Et c'est d'ailleurs la communication publique de la préfecture du Pas-de-Calais de dire hashtag sauver des vies quand ils font des posts publics où ils ont empêché des départs, etc. Et on les voit sur la plage. Il y a eu un tweet récemment où on voyait un membre des forces de l'ordre pointer avec son flashball une personne qui portait un enfant dans ses bras. Et il y avait un hashtag sauver des vies en dessous. Donc, c'est quand même absolument aberrant et en fait, bien évidemment qu'on ne sauve pas des vies en employant la violence et surtout sans aucune prise en charge derrière de ces personnes. C'est-à-dire que les gens, ils sont noyés dans du gaz lacrymogène sur une plage et ensuite la police se barre et il n'y a aucune prise en charge, soit médicale, soit matérielle, soit de mise à l'abri des personnes quand elles retournent sur le littoral. Et parfois, elles passent 3 jours dans les dunes sans manger, sans boire. On parle d'enfants, on parle d'enfants, de familles, d'hommes seuls, etc. Qui sont dans une situation de vulnérabilité énorme, en particulier l'hiver, où quand on est mouillé sur une plage en pleine nuit et qu'il fait 0 degré, les risques d'hypothermie sont très grands. Eh ben, Voilà. j'ai pris quelques secondes. Ouais, non, mais j'ai pris quelques secondes parce qu'effectivement, c'est pas facile, mais c'est important de le rappeler, quoi, parce qu'il y a les réactions sur le chat, effectivement, qui sont un peu dans la même situation que moi. Alors, il y a des gens qui ont posé un peu quelques questions sur le chat. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais globalement, les plus grosses difficultés pour les associations, donc il y a la répression policière d'une certaine manière, mais les plus grosses difficultés, donc pour l'Auberge des Migrants, pour Utopie 56, c'est quoi en fait? C'est de répondre à tous les besoins, je pense. En fait, c'est un peu ça. Ouais. Pardon, je me permets, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes déjà, d'une part. Mais il y en a plein à différentes échelles. Enfin, la première qui impacte les personnes, c'est de répondre en effet à tous les besoins, ne serait-ce que de mise à l'abri, par exemple, d'héberger les gens. Il y a trop peu de places, par exemple, au SAMU social au 115 à Calais qui sont disponibles. Elles sont toutes utilisées tous les soirs, quoi. L'accès aux services de droit commun est extrêmement complexe
et donc extrêmement complexe. Enfin, comment dire, c'est très compliqué pour nous d'expliquer aux gens comment y accéder, et aussi du coup aux gens directement pour y accéder. Ça, c'est une difficulté matérielle, enfin, en tout cas première d'accès au droit. Il y a une difficulté matérielle, bien évidemment, parce que nous, on fonctionne uniquement sur des dons privés. Donc, des fois, le matériel vient à manquer. Des fois, il faut trouver d'autres solutions pour s'approvisionner, etc. Et ce, pour toutes les associations. Ouais, ça d'un point de vue purement pratique, disons. Et après, il y a des grosses difficultés, par exemple, de dialogue avec les services, de rentrer en contact avec les préfectures, avec les services d'aide publique, où il y a un manque de communication qui est grand, et du coup un manque voilà, d'aide générale envers la population en exil qu'on pourrait faire. Ouais, ça c'est des grosses difficultés. Là, il y a une difficulté matérielle aussi qui est liée à du coup le grand territoire, enfin comment dire, l'immensité de cette ligne de côte, et du coup par exemple en Maraude littoral, enfin sur le littoral avec une équipe ou trois, c'est très compliqué de répondre à tous les besoins, en sachant que des fois on a plus de 400 personnes sur le littoral à aider, et en fait c'est matériellement très compliqué. Sur différents points de côte, bien évidemment. Voilà. Je pense oui, pour ajouter, mais bon, c'est un peu du pré-mâché ce que je vais dire, c'est aussi l'espèce d'obstination des autorités à ne pas répondre en fait aux sollicitations, et en fait il va y avoir beaucoup. En fait, il y a aussi un truc de documentation. Le fait d'être présent sur le littoral, c'est de pouvoir voir où sont les manquements de quelles institutions, qu'elles soient mairie, préf, etc., etc. Et en fait, on va toujours se retrouver avec des réponses où on va nous dire mais si on fait ça, et en fait tout le monde constate que c'est pas suffisant. Et bon, je pense qu'une difficulté assez globale aussi, c'est d'avoir du mal à voir la situation évoluer maintenant, notamment avec les politiques qui sont menées en France, en Europe et au Royaume-Uni, à se dire comment ça va évoluer dans le bien. Donc ça, je pense que c'est une difficulté un peu philosophique presque. Et puis il y a une difficulté aussi, je pense, c'est très difficile de mobiliser l'opinion publique derrière cette question-là. On a énormément de mal à visibiliser la situation à la frontière, en fait. Il y a une poignée de personnes en France qui sont sensibilisées parce que elles connaissent les associations, parce qu'elles connaissent les problématiques d'exil à d'autres frontières, à d'autres endroits, etc. Mais faire un focus sur la situation humanitaire gravissime à la frontière, c'est très compliqué, parce que ça intéresse plus les gens, en fait, les problématiques migratoires, ou alors ça les intéresse. Je parle très très en général, mais ou alors ça les intéresse sur un angle de répression, sur un angle sécuritaire. Donc voilà. Ouais, c'est ça que je me demandais, c'est tu penses que vraiment les gens, ça les intéresse plus par lassitude, ou parce qu'on leur donne pas assez les clés pour vraiment se renseigner sur le sujet, tu vois? Parce que c'est difficile de passer à la xénophobie ambiante, au discours CNews, etc. Peut-être c'est aussi compliqué d'avoir un contre-discours. Je pense que aujourd'hui, malheureusement, en fait, la migration, elle est brandie comme la cause d'une grande partie des problèmes. Parce que je pense qu'on est face à des gouvernements, et là je parle, c'est de l'État, c'est clairement l'État qui va brandir la migration comme le souci là-dessus. En fait, ça va toujours être, pas toujours, j'exagère un tout petit peu, mais souvent. Mais c'est très souvent en fait brandi comme un problème par des personnalités publiques en fait. C'est aujourd'hui on est passé d'un discours, le discours qui appartenait auparavant au Rassemblement national, il est passé dans les mains et la bouche du gouvernement en place. Et je parle même pas du gouvernement Barnier, celui d'avant utilisait déjà un discours absolument atroce sur la migration. Enfin, faut quand même l'entendre et le voir. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu un sujet qui est extrêmement politique. Donc, si peut-être effectivement, si les gens constataient l'état de crise humanitaire dans lequel est maintenue la frontière franco-britannique, il y aurait peut-être une prise de conscience générale. Sauf qu'en fait, les gens se sont arrêtés à ok, la dite grande jungle a été évacuée, Calais, il se passe plus rien. En fait, on redécouvre Calais quand il y a un naufrage, mais après, entre-temps, il se passe plus rien, quoi. C'est exceptionnel et puis ciao, quoi. Donc,
Donc je sais pas, enfin après c'est toujours la xénophobie ambiante, on sait pas qui de la fout de la poule, si c'est un discours politique et parfois malheureusement médiatique aussi, ou si c'est un état de fait et puis voilà quoi. Mais j'ai un peu l'impression qu'on tire et que les discours politiques tirent vers, enfin amènent en fait cette pensée de tout reporter sur la figure de la personne étrangère. En fait, c'est même plus juste la personne exilée, c'est la personne étrangère, la personne différente. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Et il y a... Pardon. En- Non, on essaie de gérer la lumière parce que. Ah ouais, non, mais ouais, moi, c'est un peu pas, c'est un peu pareil, là. Je crois que j'ai le visage qui est très rouge, mais avec mon t-shirt en plus, ça ressort bien. Mais prenez votre temps, il n'y a pas de souci. J'attends peut-être juste que je règle Ah, la lumière. C'est bon là? calage light. Ah, on vous voit, parfait. Allez. Ah ouais, niveau gestion de la lumière, franchement, bravo, bravo. Il y a- Pardon, excuse-moi, je parle, on t'entendait Non, pas. t'inquiète, c'est pas très intéressant ce qu'on raconte. Non, y a pas de souci. Oh, Bah, si, c'est intéressant, si, c'est très intéressant. Ok, merci d'être là pour parler de tout ça. Il y a Yazoo qui pose une question aussi sur le chat qui dit: Je suppose que les médias ne veulent pas. Alors, elle met médias entre guillemets, ne veulent pas vous inviter pour parler de vos besoins/actions. Alors, j'ai vu que tu avais été invité, Flore, sur Radio Nova dimanche. Est-ce qu'effectivement, alors j'imagine que c'est des invitations qui sont pas aussi régulières et surtout peut-être pour pas vous laisser ou quand on vous invite, est-ce qu'on vous laisse vraiment le temps de parler quoi? bah, ça dépend. Oui. Après, là c'était un peu exceptionnel dimanche et bah, merci à cette équipe d'ailleurs parce que ça permet une vraie visibilité. Les très très gros médias, en fait, on va être appelés sur des situations, en fait. Ça va pas être du quotidien où, en fait, c'est un peu ça qu'on reproche, c'est que À chaque naufrage, et ce qui est horrible, c'est à chaque naufrage avec beaucoup de décès, Ouais. il y a nos téléphones qui n'arrêtent pas de sonner et une pression médiatique assez grande, même au moment des commémorations, etc. Ouais. Où il y a vraiment un focus sur la frontière, sur les personnes qui sont décédées, les personnes qui sont rescapées, etc. Il y a un peu une recherche de sensationnalisme de la part de ces médias-là à ces moments-là, qui sont des moments qui sont quand même pas faciles. Euh, et ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent dans les discussions où en fait les personnes solidaires sont vraiment un peu dégoûtées de ça, de cet aspect-là médiatique de recherche de sensations, de recherche de moments qui vont intéresser l'audience en fait. Et donc voilà, après. Ouais, il y a malgré tout enfin, les journaux locaux qui traitent quand même de Ouais. la situation assez régulièrement à leur manière, quoi, mais qui la traitent, ils rendent compte parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et je pense Ouais. que certaines journalistes ont envie de rendre compte de cette situation. Donc, Oui. Et après, je pense qu'il y a eu un traitement médiatique extrêmement bien organisé et géré aussi au moment de la Grande Jungle et au moment du démantèlement de la Grande Ouais. Jungle, de la partie politique, où il y a eu vraiment un focus médiatique et politique sur le fait que voilà, la Grande Jungle est démantelée, il n'y a plus de problématiques migratoires à Calais, tout est géré, les gens sont dans des centres d'accueil, etc. Et à partir de là, il y a une espèce de fermeture dans les mentalités des gens, qui a très bien marché, qui est voulu politiquement, de dire, bah voilà, la situation à Calais est sous contrôle des politiques et de la mairie, etc. Et donc, il n'y a plus besoin, en fait, de s'attarder sur la situation à Calais et sur le littoral. Alors que, bien évidemment que si, on le voit tous les jours. Ouais. Bien sûr. Donc tu disais, Angèle, qu'on parlait avant tout, enfin les médias parlaient surtout des personnes décédées. Moi, j'ai envie qu'on prenne un temps pour parler des personnes vivantes. Il y a une question, Alors, c'était une question, pardon, de Eratos tout à l'heure sur le chat qui date un petit peu, mais qui vous demande à vous deux, qu'est-ce que vous savez des motivations des personnes exilées à traverser la Manche. Donc on a parlé un peu du regroupement familial, mais il y a pas que ça. Et il y a une deuxième question dans la question que je vous pose aussi. En même temps, Eratos demande, est-ce que dans un monde avec une France accueillante, est-ce qu'il ou elle envisagerait de rester en France
C'est-à-dire, est-ce que les gens vont en Angleterre par défaut ou ils ont vraiment un projet en fait d'aller en Angleterre? En fait, il y a énormément de facteurs qui peuvent être liés ou pas forcément, et qui peuvent être subis ou qui peuvent être de volonté propre. Du coup, c'est une question super intéressante et à la fois compliquée d'y répondre. Prends ton Je temps, pense prends ton que temps. pour cette question-là, en fait, il y a des... par exemple, il y a des personnes qui ont des volontés d'aller au Royaume-Uni parce que c'est un jeune qui a 16 ans et qui a envie d'aller jouer dans son club de foot à Manchester United et c'est son rêve. Dans ce cas-là, peut-être que si les politiques d'accueil françaises, mais surtout européennes, mais après j'y reviendrai, étaient plus accueillantes, peut-être qu'ils pourraient aller jouer dans un club de foot aussi prestigieux ailleurs en Europe. Ça, c'est la première chose, c'est la volonté propre des personnes. Ça peut être ça, ça peut être parce que ils ont des amis en Angleterre très proches, un oncle, une tante, un cousin, de la famille, etc. Et qui du coup ont envie de rejoindre ces proches-là en Angleterre. Ça peut être parce qu'ils parlent l'anglais, et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent l'anglais, qui l'ont appris dans leur pays d'origine, et qui ont envie de faire des études dans une langue qu'ils connaissent déjà, et du coup qui ont cette facilité-là. Voilà, et puis il y a des gens qui tout simplement ont envie d'aller à Londres, ont envie d'aller en Angleterre, etc. Et il y a aussi des raisons plus propres à la politique migratoire, la politique d'accueil, pardon, d'asile en Angleterre qui permet, alors pour des bonnes ou mauvaises raisons, enfin en tout cas pour des bonnes ou mauvaises conséquences, un travail, un accès au marché du travail plus facilité. Voilà, et après, il y a aussi toute une problématique autour de la politique d'accueil européenne, qui fait que avec le système Dublin 3, qui fait que en gros c'est une répartition à part égale des demandes d'asile au niveau européen, et donc en gros que le premier pays dans lequel la personne exilée donne ses empreintes ou dépose une demande d'asile, ce pays-là est responsable de sa demande d'asile sur tout le traitement de sa demande en fait. Et donc ça fait que c'est en général l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et au niveau des Balkans, la Hongrie par exemple, qui sont responsables de la demande d'asile d'une grande majorité de personnes qui arrivent en Europe par des voies qui vont être maritimes ou terrestres dans les Balkans. Et en fait, ces gens, du coup, on leur enlève la volonté, en tout cas, on leur enlève leur capacité de faire un choix dans le pays dans lequel ils veulent aller en Europe. Donc, il y a des gens qui, par exemple, vont donner leur empreinte contre leur volonté en Italie ou en Espagne, et qui, en fait, voudraient aller habiter, je ne sais pas, en Allemagne, en Autriche, en Suède ou je ne sais où, mais qui en fait sont prisonniers de leurs empreintes. Et le seul moyen pour ne pas devoir rester en Italie ou en Espagne ou en Grèce, c'est de franchir la frontière franco-britannique pour sortir de l'Union européenne. Et ça, c'est une réelle problématique. Parce que, par exemple, et surtout en ce moment, il y a énormément de personnes qui, par exemple, sont arrivées en Allemagne il y a 2 ou 4 ans, par exemple, ont déposé leurs empreintes, ont fait une demande d'asile en Allemagne, l'ont eu, par exemple, pour 4 ans, ont eu une protection pour 4 ans ou 2 ans, qui soit n'est pas renouvelée, soit leur demande d'asile n'a jamais été acceptée. Après X années passées en Allemagne. Et en fait, ensuite, soit elles ont des OQTF, soit elles sont susceptibles d'être renvoyées selon les accords de réadmission bilatéraux que l'Allemagne entretient avec d'autres pays. Et elles n'ont plus la possibilité, en tout cas facilement, de la demander ailleurs. Et donc, c'est des personnes qui, ce n'est pas leur premier choix en fait d'aller en Angleterre, mais à cause de toute cette politique européenne là d'enfermement, enfin c'est pas une politique d'accueil à proprement parler, disons, vont prendre le choix d'aller en Angleterre. Il y a une étude, enfin c'est une enquête, un rapport de Martha Lotto qui a interrogé un échantillon de personnes, je crois que c'est 50 personnes à peu près, donc ça a été fait en 2021, qui disait que sur toutes ces personnes, plus de 50% ou 51% allaient au Royaume-Uni par défaut.
Je pense, parce que le Brexit a eu lieu en 2021, si je ne m'abuse. Donc le Brexit, ça a eu pour effet de sortir le Royaume-Uni du règlement Dublin. C'est possible qu'aujourd'hui, si on refait la même étude, cette proportion, elle évolue. Brexit est 2020. 2020? Bon, Ouais, ben voilà. 2020. Alors, Janvier, peut-être pas. janvier 2020, il me semble. Janvier 2020, bah merci pour ce cours de géopolitique. Voilà. Pas Non, de non, souci. mais voilà, déjà, voilà, donc du coup, on est au moins sur 50% des personnes qui vont au Royaume-Uni par défaut parce que pas de moyen de demander l'asile ailleurs en Europe, soit parce que prisonniers d'une demande d'asile déposée dans un pays où ils ont été déboutés, soit prisonniers de leurs empreintes dans un pays où jamais au monde ils n'auraient souhaité déposer l'asile. Il faut savoir que la Bulgarie est presque payée par l'Union européenne. Elle fait partie de l'Union européenne, mais elle est presque mandatée par l'Union européenne pour prendre les empreintes. Sauf que la Bulgarie, faut savoir que c'est des refoulements aux frontières qui sont extrêmement violents. C'est une politique de non-accueil qui est complètement assumée, en fait. Et du coup, il n'y a pas de structure mise en place vraiment pour l'accueil en Bulgarie, par exemple. Donc, jamais les gens n'ont idée de venir poser leurs empreintes en Bulgarie. Enfin, de venir déposer l'asile en Bulgarie. Bulgarie, vous l'avez demandé. Pauvre Bulgarie, mais bon, c'est le gouvernement bulgare qui fait ça, c'est pas la Bulgarie et les Bulgares, c'est vraiment la politique mise en place. Mais bon, on parle de ça, on va pas incriminer la Bulgarie uniquement alors qu'on est en France où à la frontière franco-britannique, on pousse des gens vers la mort, à Paris, des gens survivent sur des campements, à Lille, c'est pareil, enfin... On est aussi dans un pays qui mène une politique de non-accueil ou d'accueil par le trottoir qui est extrêmement violente. Et ça, elle est présente dans d'autres villes. Nous, on parle de notre petite frontière, mais bon, l'accueil en France est quand même assez déplorable, en règle générale. Ouais, ça concerne toute la France, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de Calais, peut-être parce qu'il y a plus de... Enfin, je sais pas s'il y a plus de monde au kilomètre carré, mais aussi parce que il y a tout cet enjeu géopolitique avec l'Angleterre qui joue aussi peut-être dans le fait on parle beaucoup plus de Calais que du reste de la France, où il y a des problématiques aussi qui sont très compliquées. Oui, mais en fait, je trouve ça intéressant. On parle beaucoup de Paris aussi, notamment pour les grosses expulsions de campement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que par contre, le littoral nord agit comme un laboratoire pour le reste du pays. C'est-à-dire que la politique zéro point de fixation qui a été mise en place à Calais après l'évacuation du bidonville, de la Lande, de la Grande Jungle, en fait, elle a été réappliquée ensuite dans les grandes villes. Donc pareil, la volonté que personne n'ait le temps de poser une tente, etc. etc. Les arrêtés préfectoraux qui ont été passés en 2020 et maintenus jusqu'à 2022, qui en plus ont été annulés par le tribunal administratif entre-temps. Donc c'est des arrêtés qui ont été passés pendant le Covid à Calais pour empêcher la distribution de nourriture dans certaines rues de Calais. Et ben ça, l'an dernier, Paris a essayé de mettre des arrêtés préfectoraux à certains endroits. Le tribunal administratif a aussi annulé la demande, mais c'est vraiment, ce qui ça a d'inquiétant, c'est que comment cette frontière qui aujourd'hui est dans un espèce d'angle mort social, médiatique, en fait, elle agit comme un laboratoire d'expérience de répression, quoi, et de surveillance. Ouais, je vois. Ok. J'en parlais tout à l'heure, et j'avais dit que j'allais un peu mettre la question plus tard, mais alors à Calais spécifiquement, peut-être que pour Grande-Synthe, vous pourrez en parler aussi, j'ai moins de retours particuliers sur Grande-Synthe, mais on sait qu'à Calais, la maire Natacha Bouchard, je crois, n'est pas... comment dire, il n'y a pas de très très bonnes relations, j'ai l'impression, entre la maire, la mairie en général et les associations sur place. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu plus précisément ces relations-là, quoi? Je pense qu'elle a bloqué notre boîte mail. Ah oui, à ce point, quoi. D'accord. Il n'y a plus de relations. Non, je rigole. En fait, Ok. c'est probable, mais elle tient une ligne. Pour vous donner un exemple très très concret, elle n'est jamais venue une seule fois à une des commémorations organisées à littéralement 150 mètres de la mairie. Ouais.
il y a une espèce de communication publique de la part de la mairie de Calais qui dit que les besoins humanitaires sont couverts en tout cas, une partie des besoins humanitaires sont couverts. Il faudrait rétablir, là c'est les dernières mesures qu'elle demande il y a 2 semaines, il faudrait rétablir le délit de séjour irrégulier pour les personnes uniquement sur la bande littorale. Et il faudrait des lieux d'accueil, comment on appelle ça? LAH, lieux d'accueil humanitaire, des lieux d'accueil humanitaire partout en France, sauf sur le littoral nord. Et en parallèle à ça, à une de ses prises de parole publiques le mois dernier, il me semble, où elle était sur un plateau télé, elle n'a pas prononcé le mot association, mais elle a dit des activistes humanitaires ou les activistes présents à Calais. Mais ouais, qui sont complices des passeurs. Voilà. C'était sur RMC, je crois. C'est possible. BFM. Ouais, BFM RMC, ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose. En fait, c'est l'interview, c'était avec Apolline de Malherbe, et du coup, c'est BFM RMC. Ouais, je me rappelle, j'avais vu ça, j'avais halluciné. Ouais. Okay. Et elle sait très bien que dès qu'elle prononce qu'elle s'engage bien évidemment à des poursuites juridiques si elle prononce le mot organisation ou en tout cas association. Donc elle sait très bien qu'est-ce qu'elle vise en parlant d'activistes. Et c'est une mention qui est quand même extrêmement dangereuse de parler de ça et qui surtout nie toute la communication que nous on peut faire derrière et tous les besoins et nie toute la situation et les besoins, etc. Bonjour. I'm coming in 2 seconds. Oups, pardon, il y a du monde. Il y a du monde, mais pas de soucis. Il y a du monde qui arrive peut-être. Ok, ça marche. Non, mais on a des visiteurs. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, Ouais. Les entraves, les rochers, etc., le non-ramassage des déchets, c'est la responsabilité de la mairie de Calais. D'accord. Donc, il y a aussi il y a vraiment une matérielle. Il y a encore quelques mois, je dirais que c'est en juillet, c'est la municipalité de Calais qui est venue déposer des énormes rochers sur un lieu qui ne servait que à des distribs, qui était collé à un lieu de vie et qui ne servait que à des distribs. En fait, c'est vraiment... Et il y avait un opérateur de la mairie qui, je ne sais pas exactement quelle était son implication. Attends, ouais, ton téléphone. Qui était là, et donc je lui ai dit, mais du coup, là, il n'y a que des associations qui viennent distribuer, personne ne se gare. Et il m'a dit, oui, on sait. Enfin, il y avait une vraie conscience de pourquoi ils étaient là, en fait. Et je lui ai dit, mais du coup, ça sert à quoi? Et il m'a dit, bah rien, à repousser le problème. Je pense que lui, il appliquait bêtement ce qu'on lui disait de faire. Mais du coup, voilà, il y a une vraie volonté de ne pas laisser faire, en fait, les associations tout en donnant pas d'autres alternatives. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire? Alors, attends, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de connexion. Est-ce qu'on m'entend là ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de connexion chez moi. Attends. J'ai l'impression que... Ok, bon, ça c'est bon. Ouais, j'ai l'impression qu'on est toujours en ligne, c'est bon. J'ai un message sur le chat. Ah, c'est bon, ok. C'est bon, okay. Bon, excuse-moi, j'ai cru qu'il y avait un bug, connexion, ok, c'est bon, super. Alors, ouais, parce qu'en gros, du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous arrivez le matin, par exemple, pour faire une distrib, et vous voyez, quand je dis vous, c'est les assos, hein, vous voyez ça, en fait, vous voyez des gens qui arrivent, des cailloux, et puis on vous prévient pas à l'avance, vous voyez ça comme ça, en fait. Vraiment absolument. Pas surprise, d'accord. Ouais, c'est toujours une belle surprise. Ouais. Oui, comme des douves qui vont aller se creuser autour d'une zone de distrib. Enfin, ça, c'est des choses qu'on découvre, que la première équipe qui est là découvre et passe l'info. Mais effectivement, c'est des découvertes absolues, quoi. Ok. Je voulais aussi poser une question, parce qu'il y a eu, c'était il y a quelques semaines, il y a eu tout ce qui s'est passé en Angleterre avec les on peut dire des pogroms, enfin je sais pas, des sortes de grandes manifestations racistes qui ont lieu en Angleterre il y a quelques mois. Il y avait eu ça avait fait pas mal parler parce qu'il y avait eu des menaces, et je crois que t'en parlais, Flore, dimanche.
sur Radio Nova parce que j'ai écouté, j'ai écouté l'émission. J'ai écouté l'émission pour savoir, me dire alors qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question à laquelle elle n'a pas répondu. Il y a bien notamment un militant que tu cites, que t'as pas cité dimanche. Moi, je vais vite fait en tout cas citer son pseudo qui s'appelle Active Patriote sur les réseaux, qui avait menacé de venir à Calais. Il y a eu des vidéos qui ont circulé où un peu il y a une sorte d'embrouille, de menaces plutôt, de menaces de la part de militants d'extrême droite anglais contre des bénévoles. Est-ce que, déjà, est-ce que depuis ce moment-là, il y a ces menaces se sont reproduites? Parce que j'ai l'impression qu'il disait voilà, que les militants d'extrême droite anglais voulaient venir à Calais. J'ai l'impression que ça ne s'est pas tout à fait fait, mais est-ce que depuis, il y a quand même eu des menaces qui se sont concrétisées? Et plus généralement, l'extrême droite, aussi bien calaisienne, ou autour de Calais, qu'anglaise, est-ce qu'il y a une vraie pression de la part de l'extrême droite sur les associations dans le littoral? En l'occurrence, il y a plusieurs choses qui sont peut-être à remettre dans leur chronologie Ouais. des qui sont passées à ce moment-là. En l'occurrence, la rencontre, donc du coup sur le littoral nord, parce qu'il y en a une de rencontre sur le littoral nord avec 3 militants d'extrême droite anglaise, dont Active Patriote. Ça, c'est une rencontre, donc avec un peu des invectives, etc. C'est une rencontre qui s'est passée avant la période de grosse mobilisation d'extrême droite en Angleterre et de grosses violences racistes qui se sont passées à ce moment-là. Du coup, c'était un contexte qui était quand même assez dingue, à la fois de voir ça, de voir des militants d'extrême droite qui étaient venus documenter l'action de la police française qui est aidée par des fonds britanniques. Donc, ils étaient vraiment venus documenter ça, comment la police française arrête les bateaux, en gros. Pour à la fois la critiquer et à la fois se dire, OK, quels sont les besoins, quand est-ce qu'on va pouvoir revenir, ou comment est-ce qu'il faut qu'on revienne avec plus de besoins pour chasser du migrant et arrêter les bateaux. Ça, c'est vraiment les termes qu'ils emploient. D'accord. Du coup, après, donc il y a eu ce moment-là où, en effet, une asso a été un peu prise pour cible sur la plage. Suite à ça, du coup, il y a eu tout cet événement assez violent en Angleterre, enfin très violent même. Et ensuite, il y a eu un appel de l'extrême droite, donc de Active Patriote, qui était déjà venu, à revenir en France. Donc il avait apparemment loué des bateaux, il était accompagné par une quinzaine de militants, je sais pas quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui a assez inquiété les personnes solidaires ici à la frontière, mais qui, croisons les doigts pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Okay. Pour plusieurs raisons, dont la première, c'est parce qu'il s'est fait prendre son passeport par la police anglaise pendant un mois, je pense, un truc comme ça. En tout cas, il a réitéré ses menaces de revenir la semaine dernière. Donc on n'est pas à l'abri de fachos anglais qui viennent à un moment donné sur les plages mener des actions plus ou moins violentes à l'encontre, surtout des personnes exilées, mais aussi des personnes solidaires peut-être. Ça, c'est la première chose. Et en parallèle à ça, il arrive que, oui, il y ait des actions racistes ciblées par des personnes d'extrême droite à Calais et sur le littoral. Il y en a eu notamment des actions assez intenses au moment de l'élection de Jordan Bardella au Parlement européen, où on a vraiment vu les mentalités exacerbées par ça, tout ce fond politique ça a donné de la légitimité finalement aux actions racistes et au discours raciste à Calais, avec des tags racistes sur les murs d'un squat qui accueillait des personnes, des familles. Une voiture qui a poursuivi sur une route des personnes soudanaises et qui les a poursuivis ensuite avec des pelles de chantier quand même. Okay. Des choses comme ça, des jets de pierre lancés devant l'accueil de jour. J'ai une cuve d'eau qui a été empoisonnée à grande sortie. Ah oui, j'avais vu ça effectivement. Et on en oublie sûrement d'autres. Oui, et puis en fait, il y a des choses qu'on n'a pas vues surtout. Oui. Il y a eu des retours de personnes concernées qui disaient s'être fait agresser près des lieux de vie. Et ça, pour le coup, je pense qu'on a, malgré tout, même s'il y a quand même une présence terrain, on n'a pas une vision tout à fait globale et tout le monde n'a pas
tout le monde ne nous remonte pas les infos. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas su, mais comme plein de violences subies par les personnes concernées sur le terrain, dont on n'a pas conscience, parce qu'évidemment, tout le monde ne raconte pas ça. Et du coup, mais je pense qu'il y a eu une intensification de l'action et des violences à caractère raciste, ouais. Et ça, je lis un message qui est sur le chat, qui n'a pas trop à voir avec l'extrême droite, mais quelqu'un qui tenait à rajouter quelque chose par rapport à votre témoignage à vous deux sur Calais. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit être sur Dunkerque Grande Sainte, parce qu'il parle, il ou elle, pardon, je sais pas, parle beaucoup de ça, qui dit sur Grande Sainte, ça se passe mieux qu'à Calais, mais il a quand même fallu une grève de la faim d'un militant l'an passé, alors mais c'était même de plusieurs personnes, hein, je crois, pour retrouver des points d'eau et des bennes à ordures qui avaient été enlevés suite à un gros démantèlement. C'était, il me semble, c'était la grève de la faim. Alors j'ai plus son nom, mais je me souviens qu'effectivement ça avait fait pas mal de bruit. Est-ce que par rapport à ça, vous pensez que pour faire bouger la situation, il va falloir comment dire, avoir recours à des actions un peu plus coup de poing? Est-ce que c'est dans les prérogatives de l'association aussi de mener ce genre d'action ou pas? C'est compliqué à dire en fait. Est-ce que pour ramener de la visibilité, il faut faire. Est-ce que c'est dans les prérogatives des associations? A priori, non. Mais effectivement, c'est vrai que la grève de la faim, les choses comme ça avait amené de la visibilité. Est-ce qu'il faut en venir là? En fait, c'est extrêmement malheureux. Mais. Je vais écouter la question. Est-ce que c'est dans les prérogatives des associations de mener des actions coup de poing pour visibiliser Dans les prérogatives, je ne pense pas. Par contre, ça peut faire partie d'une forme d'action, ouais. Du plaidoyer de certaines organisations. Et du coup, en l'occurrence, dans le panel des différentes associations de Calais, tout le monde est différent là-dessus. Par contre, c'est sûr que ça peut avoir des impacts positifs comme négatifs. C'est ça, ça dépend de l'action, mais ça demande de la réflexion et ça demande plein de choses. Mais en l'occurrence, l'épisode avec la grève de la faim, par exemple, c'est quelque chose, quand ça a eu un fort impact médiatique quand même, et ça a amené de la visibilité aussi à Calais. Je sais pas si je peux vous dire de grand chose d'autre. Je sais pas trop. En fait, c'est effectivement comment on jauge. J'ai vu la présence policière, vu les choses comme ça, en fait, présentes à Calais. Quelles seraient les conséquences d'une action, en fait, et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, en fait. C'est aussi ça. Ça marche. Peut-être une dernière question qui va un peu permettre aussi d'ouvrir pas mal de perspectives. C'est quelque chose qui se beaucoup posé dans le chat depuis tout à l'heure. Comment on peut vous aider? Il y a plein de manières. Venez bénévoler à Utopia, à l'Auberge des Migrants, donc au Woodyard ou Challenge Info Project, ou à Utopia 56, ou dans n'importe quel asso en fonction de vos sensibilités et de votre temps, parce que toutes les assos n'ont pas les mêmes demandes en termes de temps. Ouais. Il y a par exemple il y a aussi des maisons d'accueil gérées en autonomie à Calais, des maisons d'accueil pour les personnes exilées, notamment la Margelle par exemple, qui est une maison d'accueil qui recherche souvent des bénévoles et qui du coup a besoin d'un soutien citoyen comme ça. Ça s'appelle la Margelle et c'est une super chouette maison d'accueil à Calais. C'est possible de venir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais c'est aussi possible de venir quelques jours, d'aider dans les cuisines de Refugee Community Kitchen, d'aider au tri dans des stocks à l'entrepôt, de couper du bois pour le Woodyard. Ça, c'est les actions qui peuvent être menées à la fois sur le littoral, mais aussi dans plein d'autres structures dans d'autres villes en France, à Lille, ailleurs. Ça c'est tout ce qui est mobilisation bénévole, c'est super important. Peut-être pour les gens qui sont pas sur Calais, qui sont pas dans le Nord. Alors, si vous avez les moyens, faire un don aux associations. On va parler de nous, de Utopia et de l'Auberge des Migrants, mais il faut savoir que nos deux associations, mais comme beaucoup d'autres, ne reçoivent aucune subvention publique.
Comment vous pouvez aider? Il y a, pareil, si on a les moyens, il y a une cagnotte qui malheureusement sert que trop cette année, qui est la cagnotte du groupe d'essai, que vous pourrez retrouver. Il y a le lien. Alors, ce n'est pas du tout un groupe qui dépend du site de l'Auberge des Migrants, c'est juste que le lien se trouve Ouais. également sur l'Auberge des Migrants. Donc, n'hésitez pas. Louise, je crois que tu l'as, le lien. Oui, j'y ai accès assez facilement, donc je viens de l'envoyer sur le chat. C'est le lien Hello Asso, c'est ça? C'est sur Aidez-nous à honorer les personnes tuées à la frontière. D'accord, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement sert trop souvent, qui va accompagner certaines familles si elles n'ont pas les moyens de payer les funérailles de leurs proches. Sinon, des dons de matériel, des vêtements, notamment hommes, des chaussettes, des outils. On a besoin d'outils pour notre projet bois qui se relance. N'hésitez pas si vous avez des outils en trop dans votre atelier. Et il y a des choses encore plus simples. Si vous n'avez pas de matos, pas d'argent et pas de temps, renseignez-vous, partagez les contenus, abonnez-vous aux newsletters différentes, allez chercher des articles un peu, regardez des chaînes comme celle-ci qui laissent la parole longtemps, allez chercher du contenu en fait sur la frontière, pas nécessairement les assos, mais sur la frontière, il y a énormément de rapports, il y a énormément de choses qui ont été écrites, il y a énormément de... Et n'hésitez pas à vous renseigner. En fait, ça permet aussi une prise de conscience et à partager autour de vous ce genre de choses, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours des fringues à trop, on n'a pas toujours de l'argent, on n'a pas toujours de temps. Et à partager, oui, à regarder. Il y a énormément de contenu médiatique sur Arte, sur d'autres chaînes qui partent de la frontière, se documenter, en parler en repas de famille, par exemple. Ou avec des amis, etc., pour qu'eux-mêmes puissent partager aussi autour d'elles et eux. Ouais, ça c'est la dernière manière d'aider, entre guillemets, mais c'est peut-être la plus importante en termes d'impact. Ouais. Studio Dodu sur le chat qui dit s'informer, c'est déjà lutter. C'est vrai. C'est un peu ce qu'on essaie de faire ici aussi. Est-ce qu'il y a... Pardon. Je t'ai coupé. Un truc par rapport aux dons de matériel. Si on est dans une ville bien loin de la frontière, etc., c'est possible d'aider matériel d'autres assos qui sont sûrement dans le besoin aussi dans ces autres villes, mais c'est aussi possible d'organiser des transports vers la frontière via d'autres antennes, par exemple d'Utopia 56, qui peuvent essayer d'acheminer du matos, etc. à la frontière. Je pense notamment à Paris, parce que c'est un peu le hub central, mais il y a d'autres endroits, Tours, Toulouse, Dijon, Lille, bien évidemment, etc. Ok. Rennes. Est-ce que... Pardon, vas-y. Si vous voulez, après, c'est juste que j'aide pour des ressources. Sur le site de l'Auberge des Migrants, on a créé une page qui s'appelle Aller plus loin, qui recense plein de ressources sur la frontière, pas du tout dépendantes forcément de l'Auberge des Migrants. Il y a les rapports dont je vous parlais, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des livres. Enfin, ça permet d'avoir une base pour s'informer qui est intéressante. Ok, trop bien. N'hésitez pas à y aller. Zou a mis les différents liens sur le chat. Est-ce que... alors, Zou n'a pas entendu le nom du site. Alors, Zou, c'est la modo, au cas où vous ne savez pas, voilà, c'est la modo du chat. J'ai pas entendu le nom du site. C'est le site de l'Auberge des Migrants que tu as mis tout à l'heure en lien. Alors, je pense que tu peux le retrouver facilement. Est-ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posée à laquelle vous voulez répondre, une information importante à passer dans les médias, peut-être pour conclure, que vous voulez faire passer? Non, sinon, on peut se dire qu'on a tout dit. Je pense qu'on n'aura jamais tout dit. Je pense qu'on a couvert plein de trucs. Oui. Mais déjà, merci de nous avoir invités. Merci à vous. Merci à vous deux d'avoir pris ce temps. Et s'il y a une info importante, le 23 novembre, les infos sortiront et je pense sur nos réseaux, mais il y a une table ronde qui sera organisée à Dunkerque autour du naufrage qui a eu lieu à ce moment-là. Il y aura des avocats qui seront présents, il y aura notamment une journaliste qui a couvert ce naufrage. Donc je refais un point de contexte. Le 24 novembre 2021 a lieu le plus gros naufrage qui a eu lieu dans la Manche. Donc il y a eu 27 décès et
4 personnes disparues, donc a priori 31 personnes décédées. Aujourd'hui, en fait, il y a un procès au pénal qui met en cause 7 militaires. Il y a violation du secret de l'instruction, enfin, pas du secret de l'instruction, mais il y a eu une tentative d'obstruction de l'instruction par les hautes instances. Enfin, en fait, on se rend compte à quel point il y avait quelque chose de systémique dans ce naufrage et comment, en fait, c'est tout un système qui a poussé à ça. Donc, si ça vous intéresse, les infos sortiront bientôt, mais voilà, et il y aura une marche avant pour justement commémorer et continuer à se souvenir de ce qui s'est passé. Et il y a aussi moyen de s'informer grâce à cette table ronde. Merci pour ce que vous faites et puis bon courage à vous. Hein. Puis bonne soirée. Merci. Bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.